Voilà, j'enregistre l'intervention, hein, je vous préviens juste. Donc, Feng Shui est pour chambre d'enfant. Hein. Donc, on va parler de la chambre en général et du sommeil en général, et ensuite on fera un zoom sur la chambre d'enfant. Et comme ça pourra également vous servir, voilà, parce que la chambre d'adulte, ça reste une chambre. Alors, aménager la chambre d'enfant en associant bien-être et développement harmonieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le but, en fait, quand on décide d'aménager, d'ameubler et de décorer, en fait, de disposer les meubles de façon harmonieuse selon les principes du Feng Shui. Voilà, c'est qu'on décide, en fait, que d'être bien, déjà, de se sentir bien, d'avoir un bon sommeil réparateur et en fait de mettre tout en œuvre pour retrouver plus d'énergie, pour avoir plus d'énergie au quotidien, de façon à ce que ça contribue à notre développement harmonieux. Alors développement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Pour un enfant, c'est pouvoir grandir de façon harmonieuse, de façon bien grandir, bien être reposé, développer ses capacités physiques et intellectuelles de façon optimale. Et pour un adulte, c'est un petit peu la même chose finalement. Hein. C'est pouvoir avoir l'esprit clair, c'est pouvoir être dans un état de sérénité et d'alignement au quotidien qui lui permettent en fait d'aller vers ses projets. C'est ça un petit peu ce que je veux dire par là. Donc on va voir en fait là les principes du Feng Shui de façon générale. Je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, on passera aux solutions pratiques, en fait, véritablement pour la chambre, avec des grands principes fondamentaux à respecter, qui vont vraiment constituer la base qu'on peut appliquer partout, dans chaque domicile, vraiment dans chaque maison, dans chaque chambre. Les grands principes du Feng Shui. Alors, qu'est-ce que le Feng Shui ? C'est vrai que c'est une pratique souvent un petit peu méconnue ou sur laquelle il y a souvent des idées reçues. Moi, je dis en premier lieu, le Feng Shui, c'est quoi? C'est la médecine du lieu. D'accord? Le Feng Shui, il est issu de la médecine traditionnelle chinoise et il fait appel au même principe que celle-ci, médecine traditionnelle chinoise qu'on retrouve dans beaucoup de pratiques, notamment l'acupuncture, la réflexologie, le shiatsu, enfin voilà, tout ce qui va être trait de médecine, on va dire aujourd'hui parallèle. Donc le Feng Shui, c'est la médecine du lieu, c'est l'acupuncture du lieu. De la même façon qu'un acupuncteur va venir poser des aiguilles pour libérer, débloquer l'énergie à certains endroits qui vont être bloqués, justement, mieux faire circuler l'énergie. De la même façon, dans le Feng Shui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à certains endroits, appliquer ce qu'on appelle des remèdes ou des correctifs pour que l'énergie circule bien dans l'habitat, circule correctement, irradie de façon harmonieuse tout l'habitat et puisse permettre en fait à l'habitant, de se sentir bien chez lui, mais aussi d'atteindre en fait ses buts, ses projets et d'avancer en fait dans sa vie grâce à ça. Harmonisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire harmoniser l'énergie qui circule, puisque ça c'est le principe fondamental du Feng Shui. Si on ne parle pas de ça, on ne parle pas de Feng Shui, c'est-à-dire qu'on parle de l'énergie ou du Qi, comme on l'appelle en chinois. Je ne parle pas chinois, mais bref, on parle du Qi. Donc c'est l'harmonisation du Qi au sein de l'habitat afin d'équilibrer toutes les forces en présence, ce qu'on appelle l'énergie yin et l'énergie yang. Voilà, trouver l'équilibre pour que les personnes en fait qui vivent à l'intérieur, c'est hyper important. On ne peut pas séparer le lieu des habitants pour que les personnes puissent profiter de cette énergie favorable en fait, de cette énergie équilibrée, harmonisée. Alors pourquoi y faire appel? Alors les sujets sont assez pluridisciplinaires, j'ai envie de dire, et généralistes. Chacun peut y trouver son compte. Le Feng Shui, ça permet d'améliorer l'énergie générale de la personne en elle-même.
hein, l'énergie et la santé, en fait, la vitalité, fondamentalement. Ça permet d'améliorer différents secteurs de vie qui vont être liés, par exemple, alors, je vous donne des grands exemples, mais au couple, à l'amour, aux relations en général, relations familiales, relations avec ses enfants, relations vis-à-vis de l'extérieur, hein, de ses amis professionnels. Ça peut être également améliorer sa carrière au niveau professionnel. Voilà, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que c'est bloqué aujourd'hui. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses à faire au niveau du Feng Shui. Et voilà, et en parallèle, bien sûr, ces objectifs financiers, puisqu'on parle souvent beaucoup de ça, améliorer la richesse, à la fois matérielle et immatérielle. Et ça, c'est un des grands sujets du Feng Shui, en fait. Faire appel à plus d'abondance et à plus de prospérité dans sa vie. Donc, comment on fait? Dans le Feng Shui, on se base sur deux outils principaux qui sont la boussole, puisqu'on prend une boussole, hein, une boussole physique, comme un randonneur, on prend une boussole et on prend l'orientation. Ça, c'est le premier outil du Feng Shui, l'orientation du lieu. Comment il est orienté. Et le deuxième outil principal, c'est le plan de l'habitat, puisqu'on se base principalement sur le plan en 2D, hein, de l'habitation, pour regarder ce qui s'y passe, comment ça circule, comment sont réparties les pièces, etc., etc. Donc, plan et orientation, hyper important dans le Feng Shui. C'est très théorique, le Feng Shui, hein, c'est très technique, en fait. Je vous le dis, voilà, il y a beaucoup d'apports théoriques, de choses à connaître. Donc là, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais sachez que c'est quelque chose d'assez technique. Comment on fait donc pour le Feng Shui? Comment ça se passe en fait? Quels peuvent être les aménagements, les remèdes, les correctifs qui peuvent être posés? Alors, en premier lieu, de façon très très large, c'est la répartition des pièces qui peut être modifiée. Alors bien sûr, on ne va pas aller changer une cuisine de place ou une salle de bain de place. Malgré tout, on peut quand même changer des chambres, par exemple, répartir les chambres de façon différente, ça peut arriver, même assez fréquemment. Et interchanger, par exemple, un salon, une salle à manger, etc. Voilà. Donc la répartition des pièces, en premier lieu, a toute son importance. En deuxième lieu, c'est l'aménagement à l'intérieur des pièces. Comment j'aménage, comment je dispose mes meubles, comment je les agence, voilà, comment je mets mon canapé, comment je mets mon lit, etc., etc. Et ensuite, on passe en dernier lieu. Alors, on pense souvent à ça en premier lieu, mais en fait, c'est en dernier lieu, on passe à la décoration, à ce qui va constituer en fait l'ambiance de la pièce en question, avec tout ce qui va être sur le travail des couleurs, le travail des matières et le travail des formes et des symboles aussi, bien sûr, aussi des symboles. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille dans le Feng Shui, du plus grand, la répartition, au plus petit, la décoration. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein, je suis OK pour y répondre à n'importe quel moment. Il n'y a pas de souci. L'influence du lieu sur votre vie, ça c'est hyper important. C'est l'un des principes fondamentaux du Feng Shui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma maison est mon corps. Véritablement, ce que vous voyez en entrant chez vous, ce que vous voyez chez vous, c'est une extension en fait de vous, de votre corps, de votre matérialité, à la fois physique, donc vous, votre corps, votre bras, vos jambes, etc., mais aussi émotionnel, tout ce que vous ressentez, comment ça circule au niveau émotionnel, comment vous gérez vos émotions, et au niveau aussi psychologique, intellectuel. Voici ce que je pense, voici la façon dont j'envisage les choses et les différents aspects de ma vie. Ça, c'est hyper important. Quand on regarde un plan, quand je regarde un plan, du coup, je peux décrypter en quelque sorte, je vois, c'est pas de la magie, c'est juste qu'on voit en fait, techniquement, tous les aspects de la personne, comment elle vit les choses, au niveau de sa santé, au niveau de ses émotions, au niveau de son psychisme, en fait. Votre maison, c'est une représentation extérieure, si on peut dire, de ce qui se passe en vous.
Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui va bouger chez vous, ce que vous allez faire bouger avec le feng shui en disant, bah voilà, je vais mettre telle chose ici, je vais mettre tel meuble comme ça va bouger également à l'intérieur de vous. Hein. Cette interaction-là entre vous et votre lieu de vie, elle est permanente. On ne choisit pas un lieu de vie par hasard, on y va parce que il nous ressemble en fait, il matérialise ce qu'on est en train de vivre à un moment T. Et donc, si on veut changer quelque chose ou harmoniser certains aspects de sa vie, alors il faut changer quelque chose dans le lieu. Le but du Feng Shui, c'est de profiter des énergies fastes. Dans un lieu, il y a toujours des bonnes énergies. Toujours. Voilà, il n'y a pas un lieu qui est totalement mauvais. Ça, c'est pas possible. Il y a toujours des points sur lesquels on peut s'appuyer. Et il y a d'autres types d'énergie, d'autres configurations qui vont être moins favorables en fait aux personnes qui y vivent. Donc le but du Feng Shui, c'est de profiter en fait des énergies fastes qui s'y trouvent, de les améliorer, de les optimiser, de les booster en quelque sorte, et puis après d'aller diminuer celles qui sont moins favorables et voire de les éliminer ou de les éviter. C'est ça en fait. Alors, là, on va passer. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade? Je fais une présentation assez globale, assez rapide du Feng Shui. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ou je ne sais pas si vous interagir. C'est très clair. Alors, je ne sais pas comment on fait les petits pouces, mais c'est très clair. Ok, super. Merci Camille, merci Sophie pour le pouce. Voilà. Moi, je sais que c'est ok pour vous. Là, on va passer aux solutions pratiques. Vraiment, on va faire un focus sur la chambre. Aujourd'hui, on parle de Feng Shui pour chambre d'enfant. On va parler de la chambre en général, puisqu'une chambre, même d'adulte, ça reste une chambre. Voilà, je vais vous donner quelques points clés fondamentaux à respecter. Voilà, pour profiter au maximum justement des énergies positives. Et voilà, simplement éviter de se trouver dans un flux d'énergie qui pourrait être défavorable. Alors, quand on dit défavorable, il ne faut pas que ça fasse peur. En fait, c'est jamais une catastrophe. Il ne va pas vous arriver malheur, mais ça peut venir diminuer votre énergie vitale, en fait, tout simplement. Voilà, rendre les choses moins fluides, plus difficiles. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Donc, les solutions pratiques. Alors, le sommeil et les différentes perturbations. Voilà, je tiens vraiment à faire un point sur l'électromagnétisme. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et dont je m'aperçois au fil de mes différentes conversations, enfin voilà, différentes séances, différentes visites conseils, que les personnes n'ont parfois pas conscience entièrement de cet aspect-là. L'électromagnétisme, en fait, c'est une source de stress physique, cellulaire, j'ai envie de dire, pour soi, très important. Donc, le but, quand on est dans sa chambre, c'est d'éliminer cette source de stress qui peut être très perturbante, à la fois pour le sommeil, pour la récupération, pour la vitalité. D'accord? Donc, en premier lieu, le Wi-Fi. Bon, tout le monde vit avec du Wi-Fi. Voilà, aujourd'hui, on est dans cette société-là, il n'y a pas de souci. C'est un merveilleux outil qui permet de faire énormément de choses. Internet, le Wi-Fi, c'est cool, mais le Wi-Fi la nuit et en permanence, c'est pas bon. Donc, il faut apprendre tout simplement à l'éteindre la nuit, voilà. Tout simplement, pour éviter d'être bombardé en fait par des ondes qui sont des ondes électromagnétiques qui viennent perturber l'équilibre général de notre corps. Le but, c'est pas de vivre sans électromagnétisme, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible, et notre corps a une capacité de récupération et de régénération en fait qui est assez importante, mais il faut lui laisser des pauses. Donc, laisser cette pause-là pendant la nuit, éteindre le Wi-Fi, surtout quand il est, par exemple, si on dort à l'étage et qu'il est juste en dessous d'une chambre, par exemple, tout simplement, ça permet déjà d'éliminer beaucoup de ce stress électromagnétique. La télévision, donc voilà, vous voyez le petit icône, là j'ai mis la télévision dans les chambres. De toute façon, c'est pas conseillé, c'est pas quelque chose de positif. Bon, alors on peut parler relations de couple, effectivement, et communication.
Évidemment, ça ne joue pas en sa faveur, mais de façon générale, les écrans dans les chambres, télévision, ordinateur portable, téléphone portable, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que même s'ils sont éteints, ils vont continuer à émettre en fait des ondes électromagnétiques. J'ai pas mis un petit dessin, mais les enceintes, c'est la même chose. En fait, il y a des aimants à l'intérieur. Hein. Donc voilà, tout ça, ça va continuer à émettre en fait, même quand les appareils sont éteints. Ce qui va encore une fois perturber soit le sommeil, soit notre équilibre interne pour la récupération. Donc, on les sort de la chambre simplement au moment de dormir. Ça, c'est hyper important. Et à droite, je ne sais pas si vous voyez, je vous ai dessiné un petit frigo pour représenter en fait tout un ensemble d'appareils électroménagers qu'on a chez nous, évidemment. Donc frigo, micro-ondes, je sais pas, machine à laver, etc., etc. Il faut éviter en fait de dormir collé à un appareil électrique, un appareil ménager, quel qu'il soit au niveau de la tête, soit au niveau du corps. Même s'ils sont de l'autre côté du mur, en fait, il vaut mieux placer le lit sur un autre mur pour ne pas rester collé à ces appareils qui sont souvent branchés, du type le réfrigérateur, évidemment, on reste branché tout le temps. Donc, on évite de placer son lit contre le mur où est accolé également un appareil électroménager branché. Ça, point très important donc sur l'électromagnétisme en premier lieu. Ensuite, deuxième point très important dans la chambre, quelle qu'elle soit. Alors là, je vous ai mis des photos de chambres d'enfants parce que je pense que c'est assez parlant, mais gardez toujours en tête que c'est la même chose dans une chambre adulte en fait. Hein. Les fenêtres. Il s'agit de ne pas se placer en fait dans le flux direct de la fenêtre. Donc comme là, vous pouvez voir en fait un lit qui est directement en dessous un Velux, comme ça, avec l'énergie qui va tomber directement sur la personne qui va être en train de dormir, sur l'enfant qui va être en train de dormir en l'occurrence. Et de la même façon, à droite, vous voyez un lit bébé. C'est très tendance, c'est très joli, c'est très ce que vous voulez, mais en termes de feng shui, c'est pas bon, en tout cas pour le sommeil de l'enfant. Une tête de lit qui va être collée directement à la fenêtre, en fait. Et ça, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment prendre soin de coller la tête de lit sur un mur, sur vraiment un mur véritablement, et non pas sur une ouverture extérieure qui fait entrer un flux énergétique qui n'est pas négatif en soi, mais qui va traverser la personne qui dort, qui est au repos et qui va justement déséquilibrer, amenuiser en fait la force du repos et laisser en fait un flux, un mouvement permanent qui fait que la personne elle va moins être reposée, vraiment beaucoup moins être reposée. C'est hyper important. Donc voilà, là je vous ai mis les deux photos barrées, donc c'est barré, c'est pas bon. Là on est ok, c'est-à-dire qu'on est à côté de la fenêtre, contre un mur, contre quelque chose de stable qui ne laisse pas passer en fait un flux énergétique en permanence. Donc là, c'est bon. La porte, très important, la porte. Là, ça fait appel à notre cerveau reptilien. Il faut toujours du lit voir la porte en fait. Pourquoi? Parce que si on ne voit pas la porte, alors nous sommes des êtres évolués, effectivement. Ceci dit, nous avons toujours, comme je disais, le cerveau reptilien qui existe en fait, qui est en route. Et donc, si on ne voit pas la porte, si on ne voit pas qui ou quoi peut entrer potentiellement par cette ouverture-là, en fait, on se sent en danger inconsciemment. Ce n'est pas du tout conscient, mais notre cerveau et notre corps ne vont pas se mettre au repos de la même façon. Si on peut apercevoir, alors que ce soit en face, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, ça n'a pas vraiment d'importance. Si on ne peut pas apercevoir la porte de là où on est couché, alors on ne va pas pouvoir se détendre correctement. On va être dans une énergie plus de stress en fait que si on peut tranquillement se poser et pouvoir voir ce qui vient à nous. C'est ça l'idée. Donc là, vous voyez sur la photo, l'enfant, lui, il peut voir en fait, hop, il y a quelqu'un qui rentre,
il a vue directement sur qui peut rentrer dans la chambre. Et ça, c'est valable aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Hein. Même si le bébé il a 3 mois, 6 mois, voilà, c'est important qu'il puisse en quelque sorte voilà, accéder à l'information directement. Troisième point important, les miroirs. Alors, il ne faut pas mettre de miroir dans une chambre de façon générale. Donc, il y a plein de belles choses qui se font. Hein. Je vous ai mis des petites photos de jolies décos, pareil, de miroirs avec une petite barre. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est des choses qui se font beaucoup justement pour apprendre à l'enfant à marcher, qu'il puisse se tenir et se regarder. Voilà. Malheureusement, les miroirs dans une chambre, c'est pas bon du tout. Ça vient perturber l'énergie du sommeil. Ça vient vraiment créer quelque chose, comme si c'était une pièce en plus, si vous voulez. Enfin, vraiment un espace énergétique en plus dans la chambre qui fait que le sommeil peut être vraiment beaucoup, beaucoup perturbé, le repos et voilà, la stabilité de la personne, en fait. Quand on dort avec des miroirs, on est un peu nerveux. Voilà. Ça, c'est vraiment une préconisation fondamentale. Et je précise que c'est pas le miroir en soi dans la chambre qui est mauvais, c'est pendant qu'on dort, pendant la nuit. Donc c'est-à-dire que si vous voulez si vous avez des miroirs dans votre chambre, ça peut arriver. Voilà, bah, j'ai des miroirs, etc. sur mes portes, de mon armoire, etc. Vous pouvez tout simplement les couvrir pendant la nuit. Pendant la journée, ça pose pas de problème, vous vous reposez pas à ce moment-là, c'est pas grave. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et tout. Pendant la nuit, vous couvrez simplement avec, je sais pas, un drap, ce que vous voulez, pour que le miroir ne reflète pas. Et je précise, puisque j'ai beaucoup de fois la question, le miroir à côté, c'est pas bon, le miroir devant, c'est pas bon, le miroir au-dessus, évidemment, c'est pas bon, mais derrière la tête de lit, même s'il reflète pas le lit, en fait, c'est pas bon non plus. Hein. C'est vraiment à bannir absolument d'avoir un miroir qui reflète pendant la nuit. Quatrième point, le soutien. Donc, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure avec l'histoire des fenêtres. Hein. Il ne faut pas être dans le flux, en fait, vraiment de la fenêtre ouverte ou non, mais en tout cas de l'ouverture. Là, ce qui est important, c'est d'apporter un soutien. Il faut le voir au sens symbolique et énergétique. Il faut avoir une tête de lit, sa tête de lit, que ce soit en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, sa tête de lit vraiment posée contre un mur. D'accord? Avoir un soutien à la fois énergétique et symbolique dans sa vie. Parce que si on est dans le vide, comme vous voyez sur les deux images, le berceau du bébé qui est posé en plein milieu comme ça, bah, il risque de se sentir un petit peu perdu, un petit peu, enfin, pas soutenu justement, voilà, c'est instable. Et de la même façon, même si on a un lit enfant posé contre un mur le long, mais que la tête est dans le vide, ça apporte une sensation de vide, en fait, de déséquilibre vers l'arrière. On peut tomber symboliquement, énergétiquement, mais même physiquement, hein, vers l'arrière. Donc ça, c'est hyper important de placer la tête de lit contre un mur. Pas forcément les côtés, c'est pas indispensable, mais au moins la tête de lit. Voilà, donc là, on a des images en fait de disposition, d'ameublement, de placement qui sont corrects, hein, avec un berceau où la tête de lit est vraiment posée contre un mur. Ça, il n'y a pas de souci. Là, pareil pour ce lit enfant qui est positionné dans un coin. Faut vraiment, on sent que voilà, on peut se reposer en fait. On n'est pas en plein milieu. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, c'est souvent une mode pour les lits enfants, alors que ça viendrait quasiment à personne l'idée de mettre un lit adulte posé comme ça en plein milieu d'une chambre, en fait. Donc, vraiment, prêtez attention à ça pour que l'enfant puisse se sentir soutenu. Alors, petit focus sur la chambre d'enfant,
qui est un petit peu particulière comparée à une chambre d'adulte, ou dans une chambre d'adulte, globalement, on retrouve quoi? L'énergie du sommeil et l'énergie aussi de l'intimité du couple. En gros, hein, voilà, il va y avoir ces deux énergies-là qui vont s'entremêler, mais qui sont globalement deux énergies qui sont yin, qui sont apaisées, qui sont plutôt lentes. Donc ça match plutôt bien. La différence dans une chambre d'enfant, c'est qu'on a plusieurs énergies mêlées, puisqu'en général, on regroupe l'univers de l'enfant dans une pièce. Donc, il va y avoir l'énergie du sommeil, donc une énergie yin, une énergie lente, ou en tout cas qu'on veut lente, puisque l'enfant puisse s'apaiser. L'énergie du travail, quand l'enfant est un petit peu plus grand, voilà, quand il va commencer à faire ses devoirs, par exemple, dans sa chambre à un moment donné, donc l'énergie du travail, qui va être une énergie soit yin, soit yang, mais en tout cas qui est complètement différente de l'énergie du sommeil et de l'énergie du repos, et une énergie de jeu qui, pour le coup, est vraiment une énergie yang, hein, qui est une énergie dynamique, portée vers l'extérieur, avec de l'action, avec du mouvement, etc. Donc ça, il faut y prêter attention dans la mesure du possible. On n'a pas toujours toutes les possibilités, mais il faut faire au mieux pour créer 3 espaces séparés énergétiquement. Alors, c'est pas toujours facile, mais ça reste néanmoins possible avec quelques petites astuces, faire preuve un petit peu de créativité en fait pour délimiter les espaces, pour qu'ils ne se mélangent pas, pour que par exemple le travail ne devienne pas un jeu, ou que le sommeil non plus ne devienne pas un jeu, ou que le travail ne soit pas perturbé non plus par l'énergie du sommeil. Hein, si on sent tout mou quand on va devoir travailler, c'est pas bon. Si on est complètement agité quand on va devoir dormir, c'est pas bon non plus. Bon, il faut essayer de séparer en fait ces énergies par des astuces qui peuvent être assez simples. Là, vous voyez, j'ai dessiné un petit plan avec un espace jeu là qui est en vert. En fait, mettre des tapis, des choses au sol, des tapis au sol principalement, qui vont marquer véritablement, physiquement, les emplacements qui vont être dédiés. Après, bien sûr, quand on joue, il y a les jouets qui s'éparpillent partout, mais voilà, on essaie de ramener, au moment du sommeil en tout cas, vraiment les choses dans leur espace. Hein, donc, essayer de marquer énergétiquement l'énergie du jeu. Ici, par exemple, l'énergie du travail, voilà, on va le mettre dans un autre coin de la chambre, hein, si on place un bureau, par exemple. Et s'il y a un lit juste à côté, on peut peut-être, par exemple, voilà, mettre un petit paravent ou ne serait-ce qu'un petit rideau qui tombe, enfin voilà, un voile, quelque chose qui va séparer en fait les différentes énergies pour permettre en fait, voilà, qu'elles ne se perturbent pas l'une l'autre en fonction du but qu'on veut atteindre à un moment donné. Voilà. Donc avec ça, vous avez, j'ai envie de dire, les clés principales en fait pour pouvoir harmoniser, pour pouvoir faire en sorte que le sommeil se passe bien déjà, et pour les enfants ensuite qu'ils puissent en fait, avoir leurs différentes activités d'enfants dans leur chambre, puisque souvent ils sont très centrés sur leur chambre. Là, vous avez ces clés-là. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ça? Vraiment, n'hésitez pas, hein, parce qu'on entend beaucoup de choses parfois. Moi, j'ai une petite question. Oui. Sur l'espace lecture, est-ce qu'il peut être à côté du lit ou pas du tout? J'ai pas entendu la première partie de votre phrase, excusez-moi. Est-ce que l'espace lecture, il peut être à côté de l'espace sommeil? L'espace lecture, j'aurais tendance à dire oui, puisque la lecture, c'est quand même une activité qui est in, en fait. Qui est douce, qui va amener vers le sommeil. On lit des histoires aux enfants, en gros, pour les endormir, parce que ça les détend, ça les fait partir dans
dans un autre espace, en fait. Donc oui, pour moi, il n'y a pas de souci. Justement, ça peut être un espace de décompression entre un espace jeu un peu plus dynamique, un peu plus, enfin voilà, un peu plus yang, et puis passer à l'espace lecture avant d'aller vers le sommeil. Pour moi, il n'y a pas de souci. C'est plutôt même une bonne chose, je pense. Ouais, tout à fait. Camille, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez d'autres Oui, c'est OK. questions? J'ai pas spécialement de questions. Ah si, au niveau du lit, est-ce qu'il peut être placé sur le mur qui est en face d'une fenêtre? Oui, oui. Alors, comment dire? Oui, c'est possible. C'est pas idéal, j'ai envie de dire. Je veux dire, dans l'idéal, avoir la tête sur le côté, voilà, c'est pas mal. Mais si c'est en face d'une fenêtre, c'est pas grave en fait. Non, c'est pas grave. Voilà, ça pose pas de souci. Il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Globalement, ça pose pas de souci. Vous voyez sur le petit schéma là que j'ai mis, je vous ai mis l'idéal en fait, l'archétype. On a la porte en bas et on a la fenêtre à côté. Et donc le flux qui va de la fenêtre à la porte, il passe pas au-dessus du lit. Voilà. Okay. C'est ça l'idéal vers lequel il faut tendre en fait. Mais il faut tendre vers ça. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça devienne anxiogène. Si la fenêtre elle est devant le lit, eh ben elle est devant le lit en fait. Voilà. Il vaut mieux avoir un bon soutien, être contre un mur, ne pas avoir de fenêtre derrière, pas avoir de miroir, etc., etc. Tout ce que je vous ai dit. Et puis avoir une fenêtre devant. Bon bah voilà, c'est pas grave en fait. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors voilà, ce qu'il faut savoir en fait. Bon, ce qui est important pour le sommeil aussi, et pour le bon développement en général des personnes, pour aller plus loin si vous en avez envie, c'est d'aller voir vers les directions personnelles en fait de chaque habitant. Qui est une école du Feng Shui qui s'appelle l'école des 8 maisons, où là on va calculer en fait les orientations personnelles favorables de chaque personne pour pouvoir bien orienter notamment la tête de lit. Si on parle de la chambre, mais on parle aussi du bureau, on parle aussi des canapés, on parle aussi de la salle à manger. Ça, c'est hyper important pour pas faire d'erreur, parce que tout le monde n'a pas la même orientation personnelle. D'accord? On entend souvent, ah bah oui, il faut dormir la tête au nord. Bah non, en fait, ça dépend des gens. Ça dépend vraiment des gens. Il y en a pour qui le nord sera une direction favorable, il y en a pour qui le nord sera une direction défavorable. Le sud, l'est, l'ouest, le sud-est, le nord-est, enfin les 8 orientations, hein, nord, sud, est, ouest, et toutes les demi-orientations. Voilà, ça peut être favorable ou pas en fait pour les habitants, pour chaque personne, hein, adulte ou enfant. Donc ça, c'est hyper important quand on parle de la chambre, quand on parle de bon développement et quand on parle en fait de clarté d'esprit, de comment je vais atteindre mes projets en fait. Hein, parce que si on se place dans son orientation la moins favorable, là, ça peut devenir compliqué. Voilà. Donc le Feng Shui, je vous ai parlé un petit peu des 9 secteurs de vie. Hein. En premier lieu, on passe sur le plan global de l'habitat, on regarde les 9 secteurs de vie. Est-ce que c'est bloqué, pas bloqué, comment on fait? Les directions personnelles de chaque habitant, c'est hyper important également. La carte énergétique du lieu, qui est un autre niveau d'analyse du Feng Shui, où on va calculer les augures du lieu, véritablement le potentiel énergétique de chaque lieu. Est-ce qu'il peut y avoir des choses qui se répètent? Ça, c'est très, très, très important et intéressant, puisqu'on va aller regarder en fait s'il y a des maisons qui peuvent être propices à des choses positives, souvent, et des choses négatives parfois, du type des maisons à divorce, des maisons à procès, etc. Après, des maisons qui sont vraiment porteuses, et puis d'autres un petit peu moins. Donc, on va aller corriger tout ça. On va regarder aussi l'influence de l'extérieur, en fait, de l'environnement qui entoure la maison et comment faire en sorte de l'harmoniser dans son intérieur. Voilà, tout ça pour améliorer, comme je vous disais tout à l'heure, son énergie au quotidien, en fait, sa santé, et atteindre ses objectifs professionnels et personnels. Donc voilà, je reste ouverte à vos questions. Là, surtout, n'hésitez pas.
Vous avez mes coordonnées en bas si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Je suis présente sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Vous avez mon site internet qui est là et mon numéro de téléphone qui est là aussi. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me contacter. C'est OK, je fonctionne sous la forme en fait de visite conseil principalement. Voilà, de visites conseils qui vont en fait vraiment pouvoir analyser le lieu et ensuite poser des correctifs, on va dire efficaces, efficaces tout de suite pour la personne au fur et à mesure, voilà, amorcer vraiment le travail énergétique du lieu. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, écoutez, c'est maintenant, ou alors, écoutez, n'hésitez pas à prendre mes coordonnées. Moi, j'ai été ravie d'être avec vous. J'espère que ça a pu vous éclairer sur certains points. J'espère que ça pourra vous être utile. Et puis voilà, je vous souhaite une très agréable journée. Sophie, Camille, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour la présentation. Avec grand plaisir. Pas de questions qui me viennent comme ça, mais si jamais. Ok, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, voilà, vous pouvez me contacter par écrit s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête. Voilà. De toute façon, moi, j'ai enregistré, donc cet atelier, il va être. J'ai arrêté l'enregistrement. En fait, l'atelier, il va être disponible en replay. Donc, comme ça, si vous avez besoin de le revoir, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir, mesdames.